Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Le général Giap, immense stratège militaire et principal artisan de la victoire de Dien Bien Phu en mai 1954, avait laissé cette phrase à la postérité. Je le cite. « Le colonialisme est un mauvais élève. » Fin de citation. Le général Giap faisait allusion à la France coloniale qui, après avoir reçu la magistrale leçon vietnamienne, n'en avait pas tiré les enseignements qu'il fallait. Juste après la cuisante défaite au Vietnam en 1954, elle s'était lancée dans une autre guerre coloniale qui se solda finalement par l'indépendance d'un peuple qu'elle avait pensé pouvoir maintenir en esclavage juste parce qu'elle disposait d'une armée très puissante. En fait, la sentence du général Giap ne devrait pas être seulement destinée à la seule France coloniale, mais à tous ceux qui croient que les peuples subjugués sont définitivement neutralisés et qu'ils ne relèveront plus jamais la tête. Ils sont assurément de mauvais élèves, eux aussi, ces despotes emplis de suffisance et de mépris. Ils sont aveuglés par la puissance toute conjoncturelle qui les porte, par la docilité trompeuse des masses traumatisées parce qu'elles ont enduré de violences, réduites à la soumission par la force brutale, la subversion, le mensonge. Ces despotes, ces régimes crapuleux, ces mafiocrates ne savent pas tirer les leçons de ce qui est arrivé à leurs pères, à leurs semblables, aux autres despotes. Quand le printemps de Jasmin a soufflé sur la Tunisie, quand les autres régimes ont été ébranlés par des peuples trop longtemps asservis, le régime algérien n'a pas tiré la leçon de ce qui pourrait lui arriver lui aussi. Il a tout aussitôt mis toute la formidable capacité de nuisance et de subversion dont il dispose pour mettre en branle des contre-révolutions dont le seul objectif était de faire regretter au peuple d'avoir osé se révolter. Le régime algérien a joué un rôle d'une immense portée, d'une terrifiante portée, dans toutes les contre-révolutions qui ont altéré les insurrections populaires. Il a joué un rôle haïssable partout où il a pu, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie. Et aujourd'hui, dans cette affaire des expérimentations et des explorations par fracturation hydraulique dans le Sahara algérien, ce régime autiste, sourd et muet aux signes avant-coureurs d'une immense tragédie, continue de vaquer à ses subversions, emporté par ses propres mensonges, aveuglé par un sentiment de toute puissance, croyant qu'il n'y a pas photo entre les aspirations de toutes les populations du Sahara et les injonctions des grands groupes pétroliers. Entre le cri de colère de Nas Sahara qui disent non de façon catégorique à toute fracturation hydraulique sur leur terre, serait-elle expérimentale, et l'intransigeance des lobbies pétroliers qui ont décidé de faire de l'Algérie un terrain d'expérimentation. Ce régime n'a pas hésité une seconde. Entre l'un et l'autre, entre les uns et les autres, il n'a pas hésité une seconde. Et il est dans la position de celui qui considère qu'on ne peut rien refuser à ses maîtres, dans le même temps qu'il estime que le peuple algérien n'a rien à dire. Rien à dire d'autre que d'accepter ce qu'on lui donne, ce qu'on lui ordonne. Ce régime n'a pas compris qu'un événement crucial vient d'avoir lieu, sans qu'il s'en rende compte seulement. Il n'a pas vu que le train de la dignité est parti et qu'il ne s'arrêtera plus qu'en gare d'arrivée. Aujourd'hui, le soir d'Algérie, c'est la présidence qui se serait opposée à l'initiative. Annulation de la réunion entre Sellel et les délégués d'Insalah
par MM. Le matin des aides, lettre aux citoyens d'In Salah, non au gaz de schiste par Abdelwahab Zatri. TSA, entretien Amara Ben Younes. Quand François Hollande parle, un certain nombre d'Algériens sont au garde à vous. Propos recueillis par Hajer Gnen. Avec nous aujourd'hui, pour parler de tout ça, Madame Assoul Zoubida, présidente de l'UCP, Maître Assoul Zoubida, avocate et néanmoins présidente de l'UCP, Union pour le changement et le progrès, et Sofiane Benagila, ingénieur agronome et militant des droits de l'homme à droite. Madame Assoul Zoubida, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, c'est Jamal. Bonsoir. Alors, quelle est la position de votre parti sur cette affaire du gaz de schiste? Bon, tout d'abord, je pense qu'il y a une question préalable à poser à propos de ce gaz de schiste. Le pouvoir en place parle de manipulation des gens de Ain Salah quant à l'histoire de gaz de schiste. Par contre, moi je pense, à mon avis, qu'il pourrait s'agir d'une manipulation du pouvoir, peut-être pour occuper tout le peuple algérien par cette histoire de gaz de schiste, pour les empêcher de penser à autre chose beaucoup plus importante. Je dis cela parce que selon les données qui sont en notre possession à partir des expertises de certains experts en hydrocarbures et notamment en gaz de schiste, le pouvoir était déjà en train d'explorer le gaz de schiste depuis déjà au moins 2008 et pas uniquement dans le sud, dans certaines régions de l'ouest et de l'est même. Oui, oui. Donc, à mon avis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir autre chose. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, à mon avis. Le deuxième élément relatif à cette histoire de gaz de schiste, c'est que ça dénote au moins la mauvaise gouvernance du pouvoir en place des affaires publiques. Parce que quand vous voyez que des contrats ont été signés en catimini, presque dans la clandestinité, sans que personne ne prenne connaissance, ça dénote justement le mode de gouvernance de ce pouvoir-là. C'est toujours l'opacité, il n'y a pas de transparence dans la gestion des affaires publiques, à mon avis. C'est ça la grande question. La preuve en est, c'est que le pouvoir croit toujours pouvoir faire ce qu'il a envie de faire et que le peuple algérien est toujours là pour subir. Ils oublient que le peuple algérien a changé, justement. Le peuple d'aujourd'hui, l'Algérie d'aujourd'hui, ce ne sont plus les Algériens des années 60. Donc, ce pouvoir n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle Algérie, au nouveau mode de fonctionnement des Algériens qui sont en contact avec tout ce qui se passe au monde et qui sont au courant de tout. Mais donc, justement, à mon avis, c'est ça la vraie problématique. Justement, Maître Assoul, l'opposition tente de réagir. Elle a appelé, c'est la première fois depuis l'indépendance qu'un tel appel est lancé à la totalité des Algériens par une partie importante de l'opposition, pour ne pas dire par toute l'opposition. Donc l'opposition appelle à des manifestations, à des rassemblements le 24 février. Quelle est la position de votre parti et de vous-même sur cet appel? Est-ce que vous allez participer? Écoutez, franchement, si vous partez un peu pour parler de sortir manifester ou prendre ou faire comment dire, une rencontre ou manifester. D'abord, la manifestation, comme vous le savez, et surtout à Alger, sont régies par une réglementation qui interdit toute manifestation publique sur les voies publiques. Ça, vous le savez, ce n'est un secret pour personne. La preuve en est, pour d'autres questions, des Algériens de tous bords ont essayé de manifester et le résultat c'est qu'ils ont été accueillis par les matraques de la police. Donc ça, d'une part. D'autre part, vous savez, il y a le risque, c'est qu'aujourd'hui, même le pouvoir joue sur cela, parce que vous n'avez pas, la confirmation que les gens ne vont pas justement essayer
de manipuler ou de créer quelque chose qui puisse faire échouer cette tentative. Donc c'est ça qui nous fait peur en fait. Aujourd'hui, le pouvoir a tout entre les mains et il a l'argent, il a la police, il a tout entre les mains, il a les associations, il a plein de choses entre les mains. Et donc c'est pourquoi tous les Algériens, y compris le peuple, ça je peux vous le dire en tant que chef de parti, c'est que quand on parle avec le peuple aujourd'hui a peur de sortir parce qu'il a peur d'être lui-même manipulé, de se retrouver dans une situation qui peut-être pourrait déborder et auquel on va justement accabler la responsabilité de ces dérives. Donc c'est ça en fait la seule interrogation. Mais bien sûr, nous en tant que parti, on a donné notre point de vue de dire que tout simplement les Algériens ont le droit de se positionner, de donner leur avis sur toute question qui intéresse le peuple algérien, qui intéresse les régions. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. En 2012, moi je l'avais dit, et on était à la période où on avait constitué notre parti, j'avais dit que la disparité de développement entre les régions va créer des problèmes tôt ou tard. Et j'avais parlé du Sud à l'époque. À l'époque, les gens croyaient que, je sais pas, que c'était pas sérieux ce que je disais, mais en fait, aujourd'hui, le temps m'a donné raison parce qu'en fait, la disparité de développement entre les régions, c'est pas uniquement le Sud, mais il y a même certaines régions de l'Algérie, les hauts plateaux, à l'Est, à l'Ouest, il y a même au centre d'Alger. Donc, il y a cette disparité, il y a cette mal-vie des citoyens qui, effectivement, aujourd'hui, laissent le peuple, pour la moindre occasion, se soulever. Même si cette question ne mérite pas, mais en fait, c'est la seule voie qui reste au peuple d'exprimer son point de vue et d'exprimer en tout cas le rejet de ce mode de fonctionnement. Est-ce à dire que vous allez vous-même appeler à la marche, aux manifestations, au rassemblement? Bien sûr. Bien sûr, toutes les initiatives. Moi, j'ai toujours été avec vous-même sur votre chaîne. J'avais déjà dit, moi, toutes les initiatives qui essayent d'aider l'Algérie à s'en sortir de sa crise, on est toujours preneur. Donc, personne ne détient la vérité absolue ni le secret de la solution. Mais toutes les initiatives sont... Oui, mais Maître Assoul, l'opposition a dit, les gens qui ont appelé à la manifestation... on dit que nous, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Est-ce que vous êtes de cet avis, de cette... Oui, je sais que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, on leur laisse pas tellement le choix. Exact. Parce qu'aujourd'hui, si on vous ferme les portes de toutes parts, bien sûr, qu'est-ce qui reste à l'opposition ou même aux citoyens d'exprimer leur point de vue que de couper les routes ou de se manifester. Mais effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le pouvoir ne veut pas faire de concessions quant à son mode de fonctionnement et à changer un peu et à faire des concessions pour que l'Algérie s'en sorte. Restez avec nous, Maître Assoul. Soufiane Ben Agila, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, Soufiane Ben Agila, vous avez lu l'interview accordée par TSA à Amara Ben Younes, plutôt l'inverse, l'interview accordée par Amara Ben Younes à TSA. Plutôt, oui. 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 Vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous, de qui il parle, Ben Younes, lorsqu'il dit quand Hollande parle, un grand nombre d'Algériens qui est au garde à vous? De qui il parle? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Oui, par votre intermédiaire, je la lui pose. Oui, parce que c'est incroyable ce qu'il dit là. On voit, enfin, il ne s'adresse pas à nous en tout cas. Hein. Ah, c'est sûr. Et là, on n'a pas affaire à Hollande. En fait, on a affaire à Total etc. quoi, Liberton et c'est l'invasion financière qui gère. Oui. Mais sinon, bon, moi, ça m'a paru complètement hallucinant qu'Amara Ben Younes, qui fait partie d'une équipe qui est aux ordres d'une certaine France, je ne dis pas de la France, hein, je ne veux pas désigner la France qui n'a rien à voir dans ce qui se passe avec le régime, mais je parle d'une certaine France qui est complice avec ce régime et qui fait pression sur lui. Et il dit, quand François Hollande parle, un grand nombre d'Algériens sont au garde à vous, mais c'est eux qui sont au garde à vous en fait. Mais bon, sinon, Soufiane Ben Agila. Oui.
cette histoire de gaz de schiste, finalement, les gens du Sud, qu'on le veuille ou non, ils sont seuls, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ils sont seuls. En partie, oui. On peut dire, mais de toute façon, toute l'Algérie est menacée. C'est un problème qui dépasse le Sud, qui dépasse l'Algérie en elle-même, parce que c'est la nappe maghrébine, en tout cas Libye, Algérie et Tunisie. Les retombées radioactives, elles vont pas se limiter aux zones explorées où on va exploiter du gaz de schiste. Et donc, ça va aller doucement. On va tous être contaminés, quoi. C'est pas un problème. Certains experts, ceux qui sont affiliés, j'allais dire, au régime, nous disent non, il n'y a aucun risque. Vous êtes ingénieur agronome. Vous y connaissez très bien en matière d'agriculture, d'eau, de nappes phréatiques, de nappes en eau profonde, de l'albien, ces eaux fossiles, etc. Et vous connaissez très bien ce sujet de cette mer souterraine qui se trouve sous le Sahara. Ils nous disent qu'il n'y a pas de risque. La fracturation hydraulique ne représente aucun risque. Vous êtes de cet avis? Moi, je vois pas comment elle peut pas présenter de risque. On en a déjà parlé, le sujet a été... et en plus, ce qui ne se dit pas souvent, c'est que après, même les puits qui sont taris, qu'on n'exploite plus, représentent un risque. Dites-nous, expliquez-nous. Oui. Expliquez-nous. Ouais. Donc, même les puits, la multitude, les milliers de puits qu'on va laisser après, vont continuer à contaminer. On n'arrive pas à les boucher totalement. On ne peut pas boucher tous ces millions de fissures qu'il y a dans le sol. Donc, c'est pas la peine c'est trop gros comme mensonge. Ça passe pas. Oui. Ça peut pas passer. C'est illogique. Et ce qui est en jeu, c'est qu'il y a 93 000 hectares de terre. C'est l'ensemble des oasis et c'est une bonne partie de la population algérienne. Et les dégâts sont irréversibles. Le dialogue qu'on dit, il n'y a aucun risque, on l'a dit pour Legan en 60, et on a continué à tirer jusqu'en 66, et on ne peut pas avoir accès à tous les dossiers, et les dégâts, on les voit encore aujourd'hui. Oui. Et voilà quoi. Et vous savez, il y a aussi un autre problème qui se pose. On sent l'invasion des multinationales, même sur les transnationales, qui ont une emprise maintenant sur les pouvoirs publics. Même dans ce qui se développe depuis 2008, c'est l'agro-business, où ils prennent des terres. Il y a des achats, et l'Afrique est particulièrement visée. Et ils laissent les paysans qui vivaient de façon autonome, ils les laissent après, c'est-à-dire il n'y a plus de survie, quoi. Monsanto et compagnie, quoi. Et non, c'est surtout des sociétés qui sont dans l'agroalimentaire. Il y a comme le projet Pro Savannah là, au Mozambique avec 14 millions d'hectares qui vont être arrachés aux populations, c'est le combat. Et voilà, c'est pas au sujet de l'appel, Soufiane Benengila, au sujet de l'appel à la manifestation, à des rassemblements et à des marches pour le 24 février, quel est votre point de vue? Est-ce que vous allez y participer vous-même? Est-ce que vous allez y appeler? Pour le principe, oui. D'accord. Mais le travail ne se limite pas à la marche du 24. Oui. Le travail, c'est tout le temps. Oui, mais Soufiane Benengila, il faut reconnaître que si cette marche a lieu, si elle se produit, cette marche, ces manifestations, ces rassemblements, dans tout le pays, si ça se produit, ce sera quelque chose de nouveau. Ce sera un véritable tournant politique. Oui. C'est ça que... Parce que le facteur énergétique, c'est le facteur... c'est clé de la société algérienne. Hein. Oui. Et là, c'est pour la première fois où c'est la société civile, d'une façon générale. Mais ce qui est désolant, c'est que dans
dans les sittings, les rassemblements et tout contre le gaz de schiste, on voit pas une communauté, on voit pas de médecins, on voit pas l'élite, disons, de la société est complètement absente. On voit pas les biologistes n'interviennent pas, les gens de l'environnement ne sont pas là. C'est pas normal que, par exemple, à droite, les gens qui parlent de gaz de schiste, ce soit des chômeurs, que les médecins n'en parlent pas. Vous voulez dire qu'il y a une démission des élites? Il y a quasiment, on peut l'assimiler à une trahison. On parle pas d'Ascarel, on parle pas des cancers. Oui. Il y a tout ça. Les élites ne sont pas dans le coup, quoi. Elles sont mortellement absentes. Restez avec nous, Soufiane Benagila. Maître Assoul, Soufiane Benagila vient d'évoquer ce sujet dont on parle ces derniers temps, dont on parle beaucoup, celui de la démission des élites intellectuelles. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Oui, effectivement, ça c'est le constat que tout le monde fait au quotidien, et notamment nous les politiques, parce que sur le terrain, effectivement... Madame Maître Assoul, on vous entend pas bien. Ah bon? Ah voilà, c'est mieux, c'est mieux. Là, on vous entend très bien. Je vous en prie, poursuivez. Donc, je vous disais, effectivement, ce constat, tout le monde le fait. L'inertie que connaît l'élite algérienne n'est pas à démontrer. Mais il faut dire une chose, c'est que le pouvoir a eu le temps, justement, de casser tous les ressorts, de plusieurs manières, ou par le bâton ou la carotte, ou par carrément l'exclusion de toute velléité qui justement essaye de se soulever contre ce mode de fonctionnement. Donc effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, en plus n'oubliez pas que l'Algérie est sortie d'une décennie de terrorisme, d'une situation vraiment obscure. Donc aujourd'hui, les Algériens ne sont plus prêts à revivre des situations chaotiques ou à revivre des situations anarchiques. Donc ça, c'est un élément sociologique, c'est un élément à prendre en considération, sauf que cela ne justifie pas justement l'absence de l'élite. Mais vous disiez, Maître Assoul, vous disiez entre le bâton et la carotte. Vous pensez qu'il y a eu du bâton pour ces élites intellectuelles? À ma connaissance, c'est surtout une question de carotte, là. Non, il y a eu croyez-moi, à tous les niveaux, à décharge de tous ces gens-là, il y a eu à tous les niveaux et dans tous les secteurs des cadres compétents, honnêtes, qui aiment leur pays, etc. Mais malheureusement, ou bien ils sont dans des postes où ils n'ont pas le pouvoir de décision, parce que c'est ça qui est important. Vous avez beaucoup de cadres moyens et des cadres même supérieurs, mais qui n'ont pas de pouvoir de décision. Ils ne peuvent pas changer le cours des choses. Donc ça, c'est un élément. Mais malheureusement, même quand ils tentent, il y a des gens qui ont le courage de tenter. Malheureusement, ils ont eu la sanction extrême, c'est-à-dire, ou bien c'est des dossiers qu'on leur fabrique, des dossiers judiciaires, ou bien carrément on les met à la retraite avant l'âge, alors que vous avez des gens qui ont plus de 70 ans qui sont encore au gouvernement et dans les postes de décision. Donc c'est tout ça en fait. Quand vous voulez analyser la situation de l'Algérie, il faut l'analyser globalement. Donc ça a fait que effectivement aujourd'hui il y a une telle démission. Il y a aussi un troisième élément, c'est que le travail politique des partis qui ont été là, les mauvaises pratiques politiques ont fait que les gens n'ont plus confiance en la politique, donc ils ne s'investissent plus parce qu'ils savent que c'est pas le mérite, c'est pas par la méritocratie qu'on arrive, c'est pas par le militantisme, mais c'est plutôt par la soumission et la domestication que les gens arrivent. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui l'élite trouve qu'elle n'a pas vraiment de raison de lutter encore. Et en fait, ils ont perdu confiance et ils n'ont plus de perspective. Mais
cela ne justifie pas, comme je vous dis, justement, cette démission. C'est pourquoi nous, certains partis politiques, on essaye malgré tout, malgré qu'on a beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à mobiliser les gens, à renaître en eux ce ressort, à leur donner encore confiance pour lutter pour le changement. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps parce que le passif est très lourd. Oui. Mais moi j'ai confiance, vous savez pourquoi? Parce que la politique c'est quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose de statique. Il suffit qu'il y ait un élément qui déclenche cette volonté collective, parce qu'en fait les volontés individuelles existent et existent beaucoup. Ce qui nous manque c'est la volonté collective. Merci. Donc je pense que moi j'ai confiance et le jour viendra sans doute. Merci Maître Assoul, en espérant vous revoir bientôt. Mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Soufiane Ben Agila, avant de nous quitter, il nous reste à peu près 2 minutes. Si vous nous parliez un peu de cette grève des prisonniers chômeurs de l'Arwat. Ben, ils ont adopté le seul recours qu'ils ont à leur disposition. C'est-à-dire les jeunes, il est illimité. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait en bonne santé, dont Rag, qui est diabétique. Et c'est Mohamed Rag qui est diabétique? Mohamed Rag? Diabétique, oui. Et il entreprend une grève de la faim. Il a agressé le policier, il est handicapé et diabétique. Oui. Voilà. Oui. Et la population de l'Arwat, est-ce qu'elle est sensibilisée autour de cette grève de la faim des enfants de l'Arwat qui... Pour l'instant, il va y avoir une collecte pour soutenir les familles. Très bien. Des gens qui sont en prison. Après, on verra. On ne sait pas, mais après, on verra. Il faudra voir avec Maître Ahmed et on va coordonner nos efforts. Vous appartenez vous-même à une organisation des droits de l'homme, un mouvement des droits de l'homme, je crois. Bien sûr. La Ligue algérienne des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Et qu'est-ce que vous comptez entreprendre dans l'urgence? Je vous ai dit, c'est essentiellement soutenir les familles. Les familles d'abord. Qui sont en prison. D'accord. Parce qu'il y en a qui ont des enfants. Et des femmes et tout, et voilà, ça serait la première chose, et on avisera après, parce qu'il faut identifier là, et le compte à rebours a commencé. Très bien, voilà. Très bien, Soufiane Ben Agila. Merci Soufiane Ben Agila de nous avoir accompagnés. Merci Maître Assoul Zoubeda de nous avoir apporté votre avis sur ces douloureuses questions. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Qawala khair. Slama.